En novembre 2016, le spationaute français Thomas Pesquet a entamé une mission de près de 7 mois à bord de la Station Spatiale Internationale, en compagnie de son commandant russe Oleg Novitsky et de sa collègue américaine Peggy Whitson. Cette mission a été fortement médiatisée, mais en ce qui me concerne, je suis un peu resté sur ma faim pour ce qui est des détails techniques. Thomas Pesquet a lui-même réalisé énormément d'interventions dans les médias français, mais à chaque fois c'était pour parler d'écologie ou de projets martiens à très long terme, mais jamais pour expliquer en détail ce qui s'est passé sur orbite. On a un peu l'impression que, entre le décollage et l'atterrissage, il ne s'est pas passé grand-chose. Cette petite vidéo va tenter de vous convaincre du contraire en donnant des détails sur 6 incidents qui ont émaillé le vol. L'idée n'est évidemment pas de donner dans le sensationnalisme, mais bien de démontrer que l'espace, ce n'est jamais la routine et c'est toujours passionnant. Allez, c'est parti. Главное, подъем. Когда подходили, это действительно белокрылая, здоровая чайка парит над землей. Depuis le début de l'exploitation de la station Mir, les vaisseaux Soyouz réalisaient des rendez-vous en 34 orbites, soit un peu plus de 2 jours de voyage entre la Terre et la station. Mais depuis mars 2013, les rendez-vous ne nécessitent plus que 4 orbites, soit environ 6 heures. Et pourtant, le Soyouz MS-03 de Thomas Pesquet a bien mis 2 jours pour arriver, comme au bon vieux temps. Alors qu'est-ce que cela signifie? En théorie, pour envoyer un vaisseau rejoindre une station orbitale, c'est plutôt simple, il suffit de l'injecter sur la même orbite. Sauf que, pour limiter les frottements atmosphériques, on a mis l'ISS sur une orbite plus haute que ce qu'un lanceur Soyouz peut atteindre. Après son lancement, le vaisseau doit donc utiliser ses propres moteurs pour réaliser ce qu'on appelle des corrections d'orbite. Il a alors 2 impératifs, obtenir la bonne altitude et arriver au bon endroit. Ben oui, si vous êtes sur la même orbite que l'ISS mais de l'autre côté de la Terre, comme sur mon exemple, ça vous fait une belle jambe. Le Soyouz doit donc allumer son moteur pendant une durée bien précise et à un instant bien précis. Ces 2 paramètres ne sont pas très compliqués à calculer, à condition que l'on connaisse l'orbite initiale. Or, l'orbite initiale, on ne la connaît pas, car aucun lanceur n'a une précision parfaite, et Soyouz ne fait bien sûr pas exception. Le Soyouz MS-03, par exemple, devait être placé sur une orbite avec un périgée de 200 km, et un apogée de 242 km. Mais en réalité, les paramètres étaient 200,15 km et 245,20 km. Et ça, pour le savoir, il faut du temps. Tout simplement parce qu'il faut attendre que le Soyouz passe au-dessus des stations sol qui mesurent l'orbite. Il y a 5 corrections à réaliser, et il faut faire une mesure d'orbite à chaque fois. Et c'est pour cette raison, principalement, que le voyage durait 2 jours. Mais alors, comment fait-on un rendez-vous en seulement 6 heures? Eh bien, on bluffe. Après le décollage, on fait une mesure de l'orbite, mais on réalise directement la première correction sans attendre les résultats de cette mesure, en se basant sur les paramètres théoriques. On parie donc sur le fait que le lanceur a été suffisamment précis. S'il l'a réellement été, tant mieux, on a gagné du temps. Si la précision n'a pas été optimale, ce n'est pas grave, la différence sera prise en compte lors de la correction suivante. Alors cette petite combine est astucieuse, mais elle n'est pas suffisante. Pour arriver sur l'ISS en 6 heures, il faut non seulement faire les corrections plus vite, comme on vient de le voir, mais il faut aussi en faire moins. Et pour en faire moins, on s'assure au moment du lancement que l'angle de phase, c'est-à-dire l'angle entre le Soyouz et l'ISS, est inférieur à 30 degrés. Alors qu'on se contente de 180 degrés pour un rendez-vous en 2 jours. Bon, mais alors finalement, pourquoi Thomas Pesquet a-t-il mis 2 jours pour arriver sur l'ISS? Son vaisseau Soyouz était le 3e exemplaire de la série des Soyouz MS, et il était donc équipé de toute une panoplie de systèmes modernisés, et notamment d'un nouveau système de télécommande appelé EKTS. Ce système ne fonctionne pas sur les mêmes fréquences que le système précédent et les anciennes stations sol sont donc incapables de communiquer avec lui. Seules les nouvelles stations, appelées Clion R, en sont capables. Et pour assurer une couverture quasi globale, il faut 3 stations Clion R.
une à Korolyov, près de Moscou, une en Sibérie et une en Extrême-Orient, sur le nouveau cosmodrome de Vostochny. Or, il se trouve que cette troisième station n'était tout simplement pas terminée au moment où Thomas Pesquet a décollé. Il y avait donc un trou dans les transmissions et on ne pouvait pas mettre en œuvre la stratégie que l'on vient de décrire. À partir du vaisseau suivant, Soyouz MS-04, tout est rentré dans l'ordre. À la fin de la première journée de vol, lors de l'orbite numéro 14, l'équipage a rencontré son premier incident. L'un des capteurs de vitesse angulaire du vaisseau Soyouz MS-03 n'a pas fonctionné. Est-ce que c'est grave? Non. Ce capteur ne devait être utilisé que pour un essai lié à une modification des moteurs du vaisseau et ne participait pas à la mission proprement dite. Mais regardons quand même de quoi il s'agissait. Le système de propulsion des vaisseaux Soyouz de seconde génération comprend 3 types de moteurs. Le moteur principal, le SKD, qui permet de réaliser le freinage pour rentrer sur Terre. Les moteurs DPO-M, qui servent à contrôler l'orientation du vaisseau. Et les moteurs d'amarrage, les DPO-B, utilisés soit pour réaliser les corrections d'orbite qu'on a évoquées il y a quelques minutes, soit pour modifier l'orientation du vaisseau en remplacement des DPO-M, soit pour réaliser le freinage en cas de défaillance du SKD. Il y a 28 DPO au total, que ce soit les DPO-M ou les DPO-B, et leur alimentation en ergol est séparée en 2 voies redondantes. Or, on s'est rendu compte que si on perdait l'une des voies, et que, en plus, 2 moteurs DPO ne fonctionnaient pas, ce qui est possible, après tout, la poussée des moteurs restants ne serait pas suffisante pour rentrer sur Terre. Sur Soyouz MS, RKK Energia a souhaité remédier à cette situation hypothétique et a décidé qu'il n'y aurait plus que des DPO-B. De cette façon, même avec une voie plus 2 moteurs perdus, on peut quand même revenir sur Terre. La mission de l'équipage de Thomas Pesquet, pendant le chemin vers l'ISS, c'était de tester ce système de propulsion modifié. Et c'est cet essai qui n'a pas été possible suite à la perte des capteurs de vitesse angulaire. Ce sera donc l'équipage suivant, Soyouz MS-04, qui s'en chargera et, pour la petite histoire, sachez que tout se passera très bien. Deux jours après le décollage, le vaisseau de notre brave Thomas Pesquet arrive enfin à proximité de la Station spatiale internationale. Cette station est constituée d'un certain nombre d'éléments fournis par plusieurs pays, mais l'élément central, c'est le module Zvezda. En fait, Zvezda est l'ISS. Tous les autres modules, qu'ils soient russes, américains, européens, canadiens ou japonais, ce sont des options rajoutées sur Zvezda afin de donner une vraie capacité scientifique au complexe. L'ensemble de l'ISS repose sur les ordinateurs de Zvezda. Il en possède 2. L'ordinateur terminal, le TVM, qui gère notamment le guidage de la station, et l'ordinateur central, le CVM. Ça se prononce C. Tous les deux sont fournis par l'Europe, et plus précisément par l'Allemagne. Chacun de ces 2 ordinateurs est redondé 3 fois. Il y a donc le CVM1, le CVM2 et le CVM3, ainsi que le TVM1, le TVM2 et le TVM3. On a donc 6 ordinateurs au total, et tout peut fonctionner même si 4 d'entre eux tombent en panne en même temps. Alors imaginons que 2 CVM tombent en panne. Dans l'immédiat, tout fonctionne normalement vu qu'il en reste un. Mais nous n'avons plus de redondance. Si, à ce moment-là, un vaisseau approche de l'ISS et que, à cet instant, le dernier de CVM tombe en panne, que va-t-il se passer à votre avis? Eh bien la station privée de tous cette CVM perdra son orientation et se mettra à tourner sur elle-même de façon incontrôlée. Le risque de collision avec le vaisseau en approche sera alors très grand. Pour cette raison, les règles d'exploitation de la station interdisent de procéder à un amarrage si l'un des 2 ordinateurs, le CVM ou le TVM, n'est plus redondé. Eh bien, devinez quoi? C'est exactement ce qui est arrivé pendant l'amarrage de Thomas Pesquet. Le CVM2 était hors service depuis plusieurs semaines, et le CVM1 est tombé en panne 2 heures avant l'amarrage. Si on avait alors respecté les procédures, l'équipage aurait dû annuler son approche et rentrer sur Terre.
Mais le Tsup a donné une dérogation et a autorisé Oleg Novitsky à procéder à l'amarrage alors que l'ISS n'avait plus qu'un seul CVM. C'est une prise de risque mais qui s'est avérée payante puisque le CVM3 a tenu bon et que tout s'est donc finalement bien passé. Alors les deux ordinateurs défaillants ont été redémarrés la semaine suivante et pour l'anecdote, ça ne s'est pas fait sans douleur. Normalement, quand on veut rebooter le CVM, il faut couper le système de communication d'urgence du segment russe. Mais l'équipage a oublié cette petite subtilité, ce qui a engendré un bug qui a coupé toutes les télémesures avec l'ISS en bande S pendant quelques heures. Errare humanum est. L'incident le plus grave de la mission est survenu le 1er décembre 2016, après moins de 2 semaines de vol. Roscosmos lance ce jour-là un vaisseau de ravitaillement Progress MS-04 depuis Baïkonour. Le décollage se passe bien et les 2 premiers étages fonctionnent correctement, mais pendant la phase de fonctionnement du 3e étage, une brèche apparaît sur la tuyauterie d'oxygène liquide. Le moteur RD-0110 reçoit la commande d'arrêt d'urgence émise de façon automatique et le lanceur s'écrase avec son précieux Progress dans la République de Touva. Il n'y a heureusement aucun blessé à déplorer, mais les 2442 kg de cargaison sont perdus, ce qui inclut le nouveau scaphandre Orlan MKS. Privé de cette cargaison, le segment russe arrive à court d'eau potable le 5 décembre 2016, 5 jours seulement après l'accident. Et les cosmonautes russes doivent donc boire de l'eau fournie par leurs collègues américains. Alors attention, cela peut paraître anodin, mais c'est plus grave que ça en a l'air. L'eau fournie par la NASA et l'eau fournie par Roscosmos n'ont pas les mêmes propriétés chimiques, notamment en termes d'alcalinité. Pour les cosmonautes, ça n'a pas d'importance, mais certains systèmes, comme ceux qui génèrent de l'oxygène par électrolyse de l'eau, ne peuvent fonctionner qu'avec un type d'eau donné. Et oui, dans l'espace, rien n'est simple. L'un des aspects les plus sensibles des vols de longue durée, c'est la santé des cosmonautes. Afin de vous en convaincre, je vous propose de regarder cet extrait du journal télévisé de novembre 1985. Le cosmonaute soviétique était malade, il a fallu le ramener sur Terre. L'un des cosmonautes soviétiques à bord de la station orbitale Soyouz était depuis de longs jours dans l'espace, mais il est tombé malade. Alors le voyage a été interrompu. Patrick Esther. C'était hier, 11h31 dans le désert du Kazakhstan. Des engins foncent vers une minuscule capsule spatiale qui vient d'atterrir. À bord, 3 cosmonautes soviétiques. Pour la première fois depuis le début de l'ère spatiale, le centre de contrôle de Kaliningrad vient de décider d'arrêter brutalement une mission en cours. Parce que l'un des hommes est gravement malade. Cet homme, le voilà. Vladimir Vassyutin. Il nous dit sa joie d'être de retour sur Terre, mais il doit être hospitalisé. Les scientifiques n'ont pas dit pour quel motif exact. Vladimir avait gagné l'espace le 17 septembre dernier. Commandant de bord, il s'est trouvé dans l'incapacité de remplir ses fonctions. Il est du reste possible que l'expérimentation soviétique se soit heurtée à un problème majeur d'adaptation. Le voyage vers Mars que prépare Moscou est peut-être beaucoup plus complexe encore que prévu. Et oui, suite à d'importants problèmes de santé de Vladimir Vassyutin, il a fallu rapatrier en urgence l'équipage de Salyut 7. Une situation sensiblement identique était arrivée 9 ans plus tôt, quand la maladie de Vitaly Golobov avait conduit à l'abandon d'une mission sur Salyut 5. Depuis ces événements, la santé des cosmonautes est surveillée de très près avant et pendant le vol. Et les médecins se sont fait quelques petites frayeurs avec Oleg Novitsky, le commandant de Thomas Pesquet. Le 1er mars 2017, c'est-à-dire à environ la moitié de la mission, Novitsky était en train de manipuler l'une des souris qui habitent le segment américain de l'ISS quand, sans prévenir, il s'est fait mordre la main droite. Le cosmonaute portait 2 paires de gants, comme les procédures l'exigent, mais les dents les ont traversées. Les médecins du Tsup se sont inquiétés car, en cas d'infection, il ne serait peut-être pas possible de soigner le cosmonaute dans l'espace. Ils ont recommandé de laver la plaie avec de l'eau et d'appliquer un produit désinfectant, et, heureusement, l'affaire est restée sans suite. Mais ce n'est pas le seul souci auquel Oleg Novitsky a dû faire face. Une semaine après cet épisode, le 7 mars 2017, il fait état d'une forte douleur au niveau de sa dent numéro 12. Il utilise un instrument appelé le BIMS pour permettre au dentiste au sol de diagnostiquer le problème, et le brave cosmonaute se pose finalement lui-même un plombage temporaire qui lui permet de tenir bon pendant les 3 mois restants.
Contrairement à ce qu'on pourrait croire, vivre en autonomie enfermé dans une station spatiale, ce n'est pas encore de la routine. Le 18 janvier 2017, au beau milieu de la nuit, l'équipage a été réveillé par une alarme indiquant une panne du système Vosdur. Vosdur, c'est l'un des éléments les plus importants de la station. C'est ce système qui élimine en permanence le dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Il joue, en gros, le même rôle que les arbres sur la terre ferme. En temps normal, il fonctionne en continu. S'il tombe en panne, le système américain équivalent, le CDRA, peut être mis en service. Mais il ne l'est pas fréquemment car il est très gourmand en puissance électrique. Dans le principe, le fonctionnement de Vosdur est plutôt simple. L'air est entraîné par des petits ventilateurs à travers un ensemble de résines d'amine qui permettent de dissocier l'air du CO2. L'air est renvoyé dans l'habitacle alors que le CO2 est éventé dans l'espace. Mais avant d'atteindre ce processus, l'air doit d'abord être séché au moyen d'un réchauffeur électrique qu'on voit ici. C'est justement ce réchauffeur qui est tombé en panne le 18 janvier 2017 et que Novitsky a dû remplacer à 3 h du matin. Thomas Pesquet et Oleg Novitsky terminent leur mission le 2 juin 2017 avec un atterrissage sans incident dans le centre du Kazakhstan, après un vol de 196 jours, 17 heures et 50 minutes. Vous l'aurez compris, il y a beaucoup de choses à dire sur une mission de ce type et j'espère que cette petite vidéo vous aura permis d'entrevoir toute la complexité de la vie sur orbite. Merci beaucoup à vous qui avez regardé la vidéo jusqu'au bout, merci à toutes celles et à tous ceux qui me soutiennent via Tipeee. Sachez que réaliser ce genre de vidéo m'a nécessité environ 6 mois et demi de travail, non pas pour la complexité des effets spéciaux, mais pour rassembler la documentation qui, souvent, ne peut s'obtenir que moyennant finance. Merci donc à vous tous qui permettez à une chaîne comme celle-ci d'exister, et merci également à mon extraordinaire beau-frère pour son soutien constant et sans faille. Je vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour une nouvelle vidéo qui sera cette fois un peu particulière puisqu'il s'agira d'une interview. Merci encore et à très bientôt.